Sur ces dernières années, on a eu le droit à deux événements importants, le décollage d'Artemis 1 et l'annonce de la transition énergétique à la COP28. Et vous allez forcément me dire, mais quel est le lien entre Artemis et la COP28? Eh bien, c'est que grâce à ces deux avancées majeures, on pourrait mettre fin au changement climatique pour toujours et à jamais. C'est une première. La notion de transition énergétique est reconnue et admise par tous, mais aucune notion d'abandon de ces dernières n'est prononcée et c'est bien là tout le problème. À l'heure actuelle, il est quasiment peu probable, voire impossible, pour certains pays de quitter les énergies fossiles, pour des raisons qui leur sont propres et surtout pour le facteur économique qui se fait là pour le coup plutôt bien ressentir. Bien que les énergies renouvelables soient moins polluantes, elles sont par contre beaucoup moins productives et rentables que les énergies fossiles, d'où la raison de pourquoi certains États ne veulent absolument pas s'en séparer. Mais qu'importe, de toute façon, il faudra à un moment ou à un autre faire la transition. Ces ressources ne sont pas infinies et afin de pouvoir les abandonner, les pays développés misent sur les énergies renouvelables qui, heureusement de jour en jour, prennent de plus en plus de place dans notre société et deviennent de très bonnes alternatives par rapport aux énergies fossiles. Mais il y a encore une ressource dont je ne vous en ai pas encore parlé, c'est le nucléaire. Le nucléaire est très productif, produisant beaucoup d'électricité sur le long terme, et est peu polluant car il ne recrache que de la vapeur, hormis si on met de côté les déchets nucléaires, mais ça on va reparler. Vu comme ça, il pourrait être vu comme la solution contre le changement climatique. Entre les énergies fossiles polluantes mais très productives et les énergies vertes non polluantes mais moins rentables. Mais avec toutes ces plutôt belles qualités, il reste quand même un seul gros défaut à tout ça. C'est que les centrales nucléaires peuvent devenir de véritables bombes à tout moment si elles deviennent hors de contrôle. En cas de perte de contrôle d'une centrale, c'est toute une région entière qui devient radioactive et inhabitable, comme à Tchernobyl ou encore à Fukushima. Sans parler de son impact sur l'environnement lors de l'accident ou encore avec ses déchets. Sans oublier que l'uranium doit être extraite et cette extraction est très polluante et sur le long terme, les gisements d'uranium pourraient se retrouver eux aussi à sec comme avec ceux des énergies fossiles. Donc non, les centrales nucléaires ne sont absolument pas la meilleure solution contre le changement climatique. Ce n'est pas en mettant des centrales sur tout le pays qu'on peut améliorer la situation. Au contraire, cela peut mettre en danger beaucoup de monde. Mais du coup, doit-on abandonner le nucléaire? Moi, je pense que non. Mais il faudrait plutôt, en quelque sorte, le moderniser. Alors, au lieu de continuer à s'orienter vers le sol, il faudrait plutôt se tourner vers notre système solaire et surtout vers notre étoile, le Soleil. Car le processus des centrales actuelles se base sur de la fission nucléaire, consistant à briser des atomes d'uranium et ainsi, en brisant ces derniers, cela va produire de l'électricité. Mais au sein de notre univers subsiste une autre forme d'énergie nucléaire qui est la fusion nucléaire. La fusion, c'est un peu l'inverse de la fusion. Au lieu de casser des atomes pour créer de l'énergie, là on va rassembler des atomes pour créer de l'énergie. Et c'est cette énergie qu'utilisent les étoiles pour rayonner dans l'espace. Mais la fusion ne se limite absolument pas au rayonnement, on peut aussi en faire de l'électricité. Et on va essayer maintenant de se pencher sur la question à savoir si on peut la domestiquer pour recréer des soleils miniature. La fusion nucléaire consiste à utiliser des éléments légers comme l'hydrogène, le gaz le plus présent et le plus léger dans notre univers, mais l'hydrogène a beau se retrouver absolument partout, il en reste que ce n'est absolument pas l'élément qui est le plus rentable pour faire de la fusion. Et il faut le savoir que dans le cas précis, même si on est dans les bonnes conditions pour créer de la fusion, les probabilités pour qu'un atome d'hydrogène en rencontre un autre, et ces chances sont extrêmement faibles et c'est juste merdique. Mais du coup, comment se fait-il que le Soleil arrive à fonctionner avec des probabilités qui sont plutôt faibles? Eh bien, c'est dû grâce à la quantité démentielle d'hydrogène qui compense cette défaillance et ces probabilités hasardeuses. Pour augmenter les chances de collision, on va utiliser du deutérium et du tritium. Ces éléments ont quelques différences avec l'hydrogène. Le deutérium possède un neutron, tandis que le tritium possède 2 neutrons pour un proton. Et dans les deux cas, ça reste de l'hydrogène, mais avec des neutrons en plus. Dans l'absolu, il est en effet possible de créer une fusion à partir de ces éléments-là. Mais le problème, c'est que les conditions de pression et de chaleur ne sont pas du tout les mêmes. Là où pour l'hydrogène, il fallait monter à plus de 15 millions de degrés, avec ces isotopes, il faudrait monter à plus de 150 millions de degrés.
Et à ce stade, la Terre aurait presque déjà fondu, et aucun matériau présent sur cette Terre de base ne pourrait supporter une telle température. Du coup, devons-nous continuer à croire à de telles fantaisies? Bah moi, en tout cas, j'y crois, et les scientifiques aussi. Et ils comptent bien transformer ce rêve impossible en réalité. Comment? Grâce à leur dernière invention et leur dernière machine qui est la plus démesurée que j'ai vue jusqu'alors, c'est les tokamaks. Pour monter au plus de 150 millions de degrés nécessaires à la fusion, l'idée consiste à maintenir et à contenir le plasma d'hydrogène en lévitation dans le tokamak sans que celui-ci vienne toucher les parois de ce dernier. Et grâce à des électroaimants très puissants, ces derniers seront aussi responsables à faire agiter les particules, tout ça pour faire monter la température à plus de 20 millions de degrés. Pour continuer à faire augmenter la température, on y ajoute en plus un mélange de deutérium-tritium lancé à pleine vitesse dans le plasma, qui par effet de friction, un peu comme vous vous frottez les mains en plus en ces saisons d'hiver où il fait plutôt froid, on fait ce geste, on se frotte les mains. Et bien par effet de friction, on crée de la chaleur. Et on va essayer de faire la même chose au sein de ce plasma, mais avec des proportions telles que cela va pouvoir faire monter la température à des niveaux juste inimaginables. Enfin, pour y parvenir, on doit aussi balancer sur le plasma chaud des ondes avec une fréquence équivalente à celle des micro-ondes, un peu à la manière de quand on fait réchauffer un plat dans un micro-ondes, cela fait chauffer l'élément. Là, on fait la même chose, mais là, on essaie de faire chauffer un plasma qui lui-même est déjà chaud. Et voilà, on a atteint les fameux 150 millions de degrés. Mais bien que le plasma ait atteint les 150 millions de degrés nécessaires, il doit constamment être alimenté. Et pour continuer à fonctionner, l'alimentation se fera aux extrémités du tokamak, forçant de plus en plus le plasma à prendre cette forme d'anneau et qui est représentatif du tokamak. Et de ce fait, vu que c'est l'alimentation, les particules vont entrer dans le plasma, créant de la friction, créant de la chaleur, permettant ainsi de maintenir le tout à 150 millions de degrés nécessaires. Donc vous voyez que le fonctionnement, c'est plutôt un cercle vertueux, contrairement à un cercle vicieux qu'était la fission nucléaire. Même si le projet est démesuré, on peut déjà noter quelques points positifs par rapport à la fusion. Avec l'utilisation des éléments légers, on évite tout risque d'accident, car aussi faux que cela puisse paraître, mais si le réacteur venait à merder, il s'arrêterait automatiquement. Et toujours avec les éléments légers, le véritable atout de ces derniers, c'est qu'il n'y a pas de déchets nucléaires ou de radioactivité émise. Et vu que ce ne sont que des éléments légers et non radioactifs, ce qui fait que, une fois la fusion maîtrisée, deviendra l'énergie la plus verte et la moins polluante dans le monde et de la Terre. Dans un monde où la Terre serait parfaite, la fusion devrait exister depuis bien longtemps. Mais vu qu'en théorie cela pourrait marcher avec autant d'atouts. Mais ce n'est malheureusement pas encore le cas. Le problème n'est pas lié aux ressources financières pour alimenter le projet, mais il est plutôt lié à la rentabilité. L'énergie qu'elle rapporte est bien moindre par rapport à l'énergie qu'on fournit pour faire de la fusion, et c'est bien là tout le problème de toutes ces dernières années. À savoir que la construction d'une centrale à fusion nucléaire a déjà été entamée depuis bien des années, avec le projet ITER, basé en France, qui est dans le but de tester la faisabilité d'une telle énergie à grande échelle d'un réacteur expérimental qui devrait permettre d'ici quelques années des tests de celui-ci pour arriver finalement à la fusion aux alentours de 2050 à la cadence où on est là. Et là, ça fait un peu mal. D'autant plus pour enfoncer le clou encore plus loin, le tritium est quasiment inexistant sur Terre. Impossible de le chercher, il est nulle part, sauf en de très très faibles quantités, mais qui seraient totalement insuffisantes pour faire de la fusion à court et à moyen terme. Mais du coup, devons-nous continuer à contribuer au projet ou alors à abandonner en se disant que c'était une idée lunaire? Eh bien moi je me dis qu'il faudrait plutôt continuer car c'est une idée lunaire. Ces images ne vous choquent pas? Bah moi si, parce que regardez le calendrier actuel de la NASA. L'idée est d'un retour sur la Lune qui a été émise en 2004, le premier vol d'Artemis 1 en 2022
et le retour sur la Lune pour 2026 avec Artemis 3. Et maintenant je vous montre le calendrier du programme Apollo. L'idée a été émise en 1961, la première mission autour de la Lune Apollo 8 en 1968 et l'alunissage avec Apollo 11 en 1969. Ce qui me choque, c'est l'écart considérable entre le début et la fin du projet. Là où avec Apollo on était à au moins 10 ans, avec Artemis on est à plus de 20 ans d'écart, soit le double qu'il en a fallu pour Apollo. Alors cet écart peut plus ou moins s'expliquer par plusieurs facteurs non négligeables qui sont le contexte et surtout l'argent. Le programme Apollo se déroule dans un monde déchiré en deux par la guerre froide, avec une course à l'espace juste folle. Et à cette époque, les États-Unis devaient impérativement poser le pied sur la Lune. Et en plus, ils devaient le faire vite parce qu'il y avait toujours la crainte de voir leur rival, l'URSS, poser à leur tour un cosmonaute sur la Lune. Du coup, les Américains investissaient énormément d'argent dans le spatial, sachant que nous sommes dans une période de 30 glorieuses où régnait une croissance économique folle et permis à la NASA de mettre au point les infrastructures pour y parvenir en peu de temps. Mais aujourd'hui, on n'est plus vraiment à la même situation. La guerre froide est terminée depuis longtemps, l'URSS n'existe plus, et l'intérêt de se retourner sur la Lune est plutôt moindre. Et du coup, le Congrès américain n'alloue plus forcément le même budget qu'avant, ce qui creuse encore plus les écarts et les retards. Mais encore une fois, rien n'est perdu, parce que selon moi, si on a réussi à aller sur la Lune en moins de 10 ans, je pense que c'est sûr qu'on va y retourner, mais encore une fois, tout est une question d'argent. Si on avait investi beaucoup plus dans Artemis, bien sûr qu'on aurait déjà été sur la Lune depuis longtemps, mais à cause des limites financières, on doit se cantonner à 2026. Et pas sûr encore que cela risque d'être tenu. Et je trouve cela tellement dommage parce que sur la Lune, il y a tant de choses à découvrir et à exploiter, comme par exemple certains éléments qui est l'hélium 3. Mais maintenant, rappelez-vous de ce que je vous avais dit sur le tritium, c'est qu'il est inexistant sur Terre. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'hélium 3 possède des caractéristiques semblables avec le tritium. Et il s'avère qu'il serait plutôt un très bon remplaçant en attendant la possible production du tritium en laboratoire et au sein des tokamaks. Car oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il serait possible en effet de produire du tritium. Mais vous allez voir que c'est un peu compliqué parce que bon, je vais vous expliquer. Il faut un tokamak de type ITER et on ajouterait dans le plasma du lithium qui deviendrait du tritium. Mais encore rien n'est prouvé à ce stade et ITER c'est pour 2050. Donc la production c'est juste pas pour l'instant faisable. Mais juste avec cette donnée, vous pourriez me dire qu'aller sur la Lune pour rechercher de l'hélium, c'est inutile. Mais sachez-le que de toute manière, on devra y retourner. Et quelles que soient les raisons possibles. Et le plus important dans toute cette histoire, c'est que du côté spatial, on a actuellement le même pays avec le même programme et les mêmes objectifs, mais avec des délais beaucoup trop longs. Tout ça pour une raison financière et de contexte. Et pour ITER, je pense que le schéma est à peu près le même. Si on avait investi plus et plus tôt, on aurait pu avoir des centrales à fusion nucléaire avant 2050 si ça se trouve. Mais si on arrive à faire lever des fonds pour le spatial et ITER, on pourrait se retrouver dans un futur où on maîtriserait la fusion à la perfection avec différentes centrales réparties sur les différents pays du globe. Avec le développement du secteur spatial lunaire, on pourrait envisager de délocaliser toutes les grosses chaînes de production et d'énergie sur la Lune et permettrait d'être encore plus proche des ressources qu'on ne le pense et permettrait de construire des bases lunaires par exemple ainsi que des sites de décollage sur la Lune pour profiter de la faible gravité et permettrait d'acheminer les ressources plus facilement sur Terre à l'aide de gros cargos qui aujourd'hui sont encore en stade de test, le Starship. Mais on pourrait aussi utiliser ces sites de décollage pour explorer et exploiter les ressources de notre système solaire, dont la ceinture d'astéroïdes qui fourmille de quantités astronomiques de métaux importants pour le développement de notre société. Le fer, le cuivre, le cobalt, l'or, le palladium, le platine et le nickel sont des ressources qui sont pour la plupart rares et qui seront inévitablement toutes épuisées au moyen long terme. Et cela permettra de répondre à la croissance de la population et qui mènera plus de demandes d'énergie et de ressources. La conquête de notre système solaire est une étape importante afin de protéger en partie, avec les autres énergies vertes, notre bonne vieille Terre de toute forme de pollution possible. Mais il faut préciser aussi quelque chose, c'est que tout ce que je viens de vous raconter, ce n'est que de mon point de vue personnel, et c'est un monde idéaliste et non réaliste au vu du contexte actuel, on est bien d'accord. Mais néanmoins, si on est allé sur la Lune en moins de 10 ans, je pense qu'on peut aussi maîtriser la fusion avant 2050. Tout est une question d'argent.
L'innovation dans le monde passe souvent dans le progrès du spatial. S'il n'y a plus de programme spatial, les avancées technologiques vont être très fortement retardées. Même si le projet va prendre plusieurs années de développement, il faut continuer à y croire et à garder espoir. Et à faire en sorte que ce futur soit un jour réalité.